Bonjour à tous. Aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir Christine Bertrand pour un podcast. On espère que ce format va vous plaire. Il sera réitéré. On vous laisse avec l'interview. Bonjour Madame Bertrand. Bonjour, Merci Monsieur d'avoir Drey. accepté notre invitation. Pour moi, c'est un grand honneur, hein. C'est un grand honneur de vous recevoir également de notre côté. Donc cette petite interview qui sera sous forme de podcast, comme je vous l'ai dit. L'idée, c'est un peu de vous présenter d'abord votre parcours, de ce que vous avez fait, des conseils que vous pouvez prodiguer aux étudiants qui veulent se lancer. On sait que un peu l'entrepreneuriat le vent en poupe, et c'est tant mieux d'ailleurs, mais il y a encore beaucoup à faire. D'abord votre parcours. Qui êtes-vous? Alors, mon parcours, donc moi, je suis Christine Vigneron-Bertrand. J'ai bientôt 60 ans. J'ai trois filles, trois, trois filles dont je suis extrêmement fière, Caroline, Mathilde et Charlotte, qui ont d'ailleurs fait ICN également, hein. Moi, j'ai d'abord démarré ma carrière professionnelle en tant que salariée dans une société. Je devais travailler pour Coca-Cola et en fin de compte, un copain à mon père m'a happé en me disant, tu sais, le travail temporaire, c'est pour toi, tu vas t'amuser. Je savais même pas ce que c'était, moi, ce métier-là. Même jamais vu de pub à la télévision. Je dis, bon, allez, banco, pourquoi pas. Et là, je le dis, je suis tombée dedans comme Obélix dans la potion magique. C'est un métier qui m'a... Je peux même pas dire que c'est un métier qui m'a plu. J'ai été emballée par ce job parce que pour moi, il y avait plusieurs composantes qui correspondaient à mes attentes sans que je le sache à l'origine. J'aime l'humain, j'aime travailler avec l'humain, les hommes, les femmes, ceux qui ont envie de faire, ceux qui ont envie de bosser, parce qu'aujourd'hui c'est un petit peu plus rare, bien sûr. J'aime l'argent. Voilà, je vais le dire très clairement, parce que l'argent, c'est une composante de la vie, et quand on n'en a pas, c'est plutôt chiant. Et j'aime la négociation. Voilà, j'aime aller décrocher les marchés, j'aime faire du business et j'aime l'entreprise. J'ai donc démarré ma carrière professionnelle en 1989, ça ne me rajeunit pas. Et en 2002, j'ai l'opportunité de créer mon entreprise avec mon ancien dirigeant qui croit en moi, mes deux anciens dirigeants qui croient en moi. Et en 2002, on crée un groupe à plusieurs, hein, on n'est pas que trois. J'ai d'autres collègues qui travaillaient dans le même groupe, hein. Le groupe s'appelait Krebs Intérim. Et nous allons monter un nouveau groupe qui, à l'époque, s'appelle Hominis. Et très, très vite, comme on est tellement motivés, on va faire un groupe extraordinaire en France. Et je vais rester dans cette société jusqu'en 2009, où moi, je revends mes parts. À un moment donné, quand on gagne beaucoup, beaucoup d'argent, les associations peuvent être un petit peu compliquées. Voilà, moi, j'aime l'argent, mais vendre mon âme au diable, non, c'est impossible. Donc, je vais être sollicitée par un autre dirigeant dont l'entreprise va très mal. Et il me dit, Banco, il faut m'aider parce que sinon je vais déposer. Donc ça, c'était un job que j'avais pas encore fait parce que dans la société que j'avais créée avec mes collègues, nous avons racheté. On a beaucoup grossi, mais on a toujours acheté des entreprises qui allaient bien. Là, c'était la première fois que je m'attaquais à une société qui était plutôt en difficulté. Elle faisait à peine 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, je vais lui remonter son entreprise jusqu'à ce qu'on atteigne les 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, très vite, parce que j'ai mon business, j'ai mes clients. C'est un métier que je connais par cœur, hein, parce que je vous rappelle que j'avais démarré en 89. Donc, ça se passe en 2010. Et je partirai de cette entreprise en 2014 puisque le travail est fait. D'accord. Voilà. Pour revenir au démarrage, comment vous l'avez vécu ce démarrage du passage du salariat à l'entrepreneuriat? Tout naturellement. En fin de compte, pour moi, c'était véritablement une opportunité. J'ai même pas eu peur, hein. D'accord. J'ai bossé comme une malade, ça c'est clair, parce qu'une fois que vous êtes à votre compte, c'est encore plus euphorisant, quoi, parce que vous avez envie d'aligner les chiffres, hein. Moi, je me rappelle, on était debout sur la table quand on a dit le million, le million, le million, quoi, voilà. Et en 2009, on faisait 400 millions d'euros de chiffre d'affaires alors qu'on avait démarré à zéro. Donc, c'était aussi l'énergie d'une équipe, l'intelligence collective, où on se challengeait tous, hein, parce qu'on avait chacun un territoire. Moi, j'avais le territoire du quart nord-est. J'étais la seule femme. Donc, j'avais un challenge supplémentaire et je voulais être première, pardon, parce que ça, voilà, je suis une compétitrice, hein. Moi, j'ai été élevée avec deux frères, donc il a fallu que je défende mon beefsteak. Et donc, il fallait que je sois première. Donc, ça aussi, ça m'a motivée, quoi. Mais à aucun moment, j'ai eu peur. J'ai même pas pensé. Mais je pense qu'un chef d'entreprise, un individu, quand il décide de créer son entreprise, il n'a pas peur, quoi. Bien sûr. Parce qu'en même temps, il faut se dire que l'échec, c'est une éventualité. Je pense que c'est aussi pour cette raison que j'ai pas eu peur.
parce que j'avais intégré que, ouais, pourquoi pas, je peux aussi me planter. Ça fait rien, je redémarrerai. Moi, j'avais comme adage Walt Disney. Hein. Walt Disney, il a déposé le bilan 7 fois avant d'être le Walt Disney qu'on connaît aujourd'hui. Donc voilà, Il y j'en ai a, pas il y a- peur. il y a pléthore d'exemples hein, de toute façon, mais c'est ce qui fait peur en général aux gens de se lancer, aux jeunes notamment, c'est voilà la peur de l'échec. Et c'est vrai que c'est un tabou, je pense qu'on a un petit peu, je sais pas Français, très c'est ça, c'est ce que français, j'allais dire, très français, c'est un peu parce un que tabou qu'on a en France, ouais. c'est pour ça que je vous donnais l'exemple de Walt Disney. Aux États-Unis, se planter, quand on va regarder votre, entre guillemets, votre CV, si vous vous êtes planté au moins une fois, ça veut dire que vous savez ce que ça veut dire. Donc c'est plutôt une valeur qu'un échec. Nous, en France, on le prend comme un échec. Non, c'est faux. C'est vrai qu'on n'a pas cette notion en C'est France. ce qui nous c'est très construit, en dommage. fin de compte. Oui, Le tout à fait fait. d'avoir de l'échec, déjà de savoir rebondir, ça veut dire que vous êtes armé pour, hein, vous avez la niaque, et puis il y a des erreurs que vous ne referez pas. Voilà, tout Bien sûr. simplement. On parle de rebond, justement. La persévérance, pour vous, c'était un peu la clé de la réussite, vous Ah pensez? oui, Le travail, bien sûr, mais la persévérance? oui, parce que tous les jours, quand vous vous levez, vous avez des emmerdes. Hein. Oui, Je vous l'ai dit c'est ce ça. matin, voilà, c'est que des trucs à gérer, pas très drôles, mais ça fait partie du job. Et puis, voilà, si vous êtes calme, si vous êtes serein, il faut pas de précipitation, quoi. Il faut effectivement la persévérance, parce que tous les jours, c'est pas drôle. Puis tous les jours, vous montez des montagnes, vous les redescendez, vous les remontez. Donc, il faut rester serein, et faut se fixer des buts. D'accord. Donc, se fixer des objectifs, pardon, c'est la clé. Bah, pour moi, hein, oui, pour moi, c'est la clé. D'accord. Alors justement, on a dit de plus en plus de jeunes veulent entreprendre. Entreprendre en 2023, est-ce que c'est pas un peu compliqué? Enfin, dans le sens où il y a des évolutions législatives, on a maintenant l'auto-entreprise, maintenant la micro-entreprise, mais on est quand même en France, dans un pays où fiscalement c'est compliqué. Se lancer, ça demande beaucoup de paperasse administrative. Est-ce que pour vous... Moi, j'ai pas du tout pensé à ça. D'accord, Je vous vous le dis. pensiez pas à Non, ça? et je pense que quand vous avez envie d'entreprendre, vous pensez pas à ces difficultés. D'accord. Hein, je lisais encore un article ce matin, parce que vous savez que j'ai été présidente du MEDEF pendant 10 ans. L'Europe nous facilite pas les choses. Hein. Non, Sur les clairement. 5 dernières années, 580 nouvelles normes. Alors déjà en France, on en a quelques-unes. Hein. L'Europe nous en rajoute sur la tête, bien sûr. Hein. De toute façon, l'entreprise, enfin le chef d'entreprise et l'entreprise en France, on a le chéquier toujours ouvert au-dessus de la tête. C'est une évidence. Mais il ne faut pas que ce soit un frein, parce que ça fait partie de notre écosystème. Si on ne veut pas entreprendre en France, bah on va aux États-Unis, on va au Canada, on va au Québec. Voilà, mais moi je suis française, j'aime la France, j'aime mon pays, j'aime mon territoire, la Meurthe-et-Moselle, la Lorraine, le Grand Est. Voilà, moi je suis très fière de là où je suis, de là où je suis née. Et pourtant, moi je suis partie, hein, j'ai fait mes études en Italie. À un moment donné, je pensais y rester. Mais non, j'aime la France. Bon, ok, il y a des difficultés, il y a des normes, mais ça n'empêche pas de réussir. Oui, c'est sûr, il y a des difficultés dans tous les pays de toute façon. Et puis voilà, après, on a des organisations patronales qui se battent justement pour faire en sorte qu'on soit un peu plus respectés, nous les chefs d'entreprise, et qu'on arrête de nous mettre de la norme au-dessus de la tête pour nous remplir notre sac à dos de difficultés. Voilà, il y a des gens qui s'en occupent. Après, quand on a envie d'entreprendre, il ne faut pas se poser ces questions. Il faut y aller, il faut foncer. Il faut faire son business plan, bien évidemment. Hein, on ne parle pas non plus de la fleur au bout du fusil comme ça. Je veux dire, voilà, vous gérez, vous faites votre business plan, vous avez, comme je vous l'ai dit, vous vous plantez, bah ok, c'est pas grave, vous recommencerez. Hein. Moi, je me suis planté plein de fois. Hein. Je vous dis, moi, je me suis associé, bah, j'ai eu de très mauvaises associations. Je suis tombé, j'ai chuté, pendant une semaine, j'ai eu mal, hein, voilà, c'est pas drôle. Puis après, j'ai recommencé, quoi, parce que vous avez ça dans le sang, parce que vous avez envie de réussir. Mais c'est compliqué de s'associer. Hein. Moi-même, j'ai tenté, malheureusement, ça n'a pas C'est porté pas ses toujours. fruits. Alors, moi, pour l'avoir fait 2 fois, et 2 fois, on dit jamais 203, hein, je dis pas que je le referai pas, mais c'est vrai que c'est pas simple. Non. C'est pas simple. Moi, je vais vous dire, c'est surtout pas simple quand on gagne beaucoup d'argent. En plus, oui. Oui, parce qu'il y a bon, cette Quand on valeur gagne pas argent. d'argent, c'est pas grave parce qu'il n'y a rien à partager. Quand on commence à gagner beaucoup d'argent, après les appétits s'aiguisent. Vous pensez que l'argent peut être malsain, du coup? Oui, Peut avoir vraiment... parfois l'argent peut être malsain. Ça dépend de l'individu. Hein. Voilà. Quand il n'y en a pas, bah, tout le monde se relève les manches et puis on y va. Bon, après, voilà, il y a des individus qui ont un peu de problème avec l'argent. Personnellement, j'en ai pas. Je pense que l'argent, ça doit circuler, quoi. Bien sûr. Vous parliez tout à l'heure de l'humain. Comment, selon vous, on peut lier donc la performance, l'efficacité opérationnelle à l'humain? Comment avoir un management responsable? Alors pour moi, ça, c'est primordial. Oui, d'accord. Hein, avant qu'on se rencontre pour cette interview, on s'est eu au téléphone. On en avait parlé tout Moi, à fait. aujourd'hui, je gère une entreprise hein, de manière quasi bénévole, on va dire, on me rembourse mes frais. Une société pareille qui allait déposer le bilan, qui était en très mauvaise posture. Et c'était une société où les gens avaient été maltraités, mais vraiment maltraités. Alors, pas de la maltraitance verbale, mais de la maltraitance où ils avaient été oubliés. C'est aussi une maltraitance. Et quand j'ai repris cette société,
Moi, j'ai fait extrêmement attention d'expliquer ce que j'allais faire et de dire pourquoi j'allais le faire. Et quand vous avez l'équipe avec qui vous discutez, avec qui vous expliquez, vous faites de la pédagogie, surtout le respect, chacun à sa place, ça ne peut que fonctionner. Et pour moi, le management par la terreur, alors là, c'est quelque chose qui n'aurait jamais dû exister, mais qui est obsolète totalement. Une entreprise, c'est une équipe. Je ne peux pas imaginer une entreprise sans que vous soyez, c'est même pas être humain, c'est juste être normal pour moi. Parce que vous avez besoin de votre équipe pour foncer. Moi, là, j'ai finalisé mes budgets bon, j'ai fait mon update et j'ai finalisé mes budgets pour 2024, 2025, 2026. Et tout le monde, je commente mes budgets ensuite avec l'équipe. Alors, bien sûr, j'ai mon DG, j'ai mon équipe de direction, mais ensuite, on présente les chiffres à toute l'équipe et on explique comment on veut y arriver. C'est comme ça que ça fonctionne, hein. Mais les femmes sont très douées là-dessus. Je ne veux pas être misogyne, attention, je ne voudrais pas être désobligeante, mais bon, il est quand même des statistiques qui disent que les sociétés gérées par des femmes fonctionnent beaucoup mieux. Parce qu'elles ont peut-être ce petit cordon ombilical qui reste et cette envie de promouvoir l'autre et pas forcément soi. C'est bien, ça fait la transition avec ma prochaine question. Donc les femmes et l'entrepreneuriat. En 2023, bon, on a eu pas mal de femmes qui se sont lancées. C'est vrai que dans les micro-entreprises, d'ailleurs, j'ai plus les stats en tête, mais c'est vrai que les femmes sont majoritaires, me semble-t-il d'ailleurs, mais toujours dans les sociétés, etc. Oui. C'est toujours les hommes qui prédominent, et largement. C'est vrai. Alors on va dire que tout ce qui est création, puisque les statistiques sont là pour le prouver, tout ce qui est création de petites entreprises, de micro-entreprises, là, des TPE, vous allez voir des femmes. C'est vrai. Ensuite, quand on va dans des sociétés plus importantes, malheureusement, encore aujourd'hui, ce sont des hommes qui détiennent les entreprises. Bon, après, bien évidemment, il y a des sociétés qui sont détenues par des femmes, bien heureusement, mais c'est souvent aussi par le biais elles ont récupéré la société qui était familiale et donc elles se retrouvent. Mais c'est vrai que les femmes ont plus de mal à obtenir des prêts conséquents pour faire augmenter. Et en plus, le gros problème des femmes, c'est qu'elles n'ont pas confiance en elles. C'est une problématique qui est avérée. Les femmes, avant de se lancer, on parlait tout à l'heure du syndrome de l'imposteur, il faut toujours que tout soit nickel pour pouvoir aller de l'avant. Voilà, c'est une problématique féminine. Quels sont les conseils donc que vous pourriez donner aux femmes qui veulent se lancer ? N'ayez aucun complexe, mais vraiment aucun complexe. Allez-y, lancez-vous. Si vous plantez, vous recommencerez. C'est aussi simple que ça. Mais ne voyez pas petit, voyez grand. C'est vrai que qui plus est dans des milieux très masculins que vous avez pu fréquenter, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est d'autant plus complexe. Comment vous avez pu faire Alors moi, je suis une enfant de la parité. Oui. C'est clair, il fallait des femmes. J'étais là au bon moment. C'est comme ça que j'ai eu les postes. Puis après, bon, j'ai joué des coudes quand même, bien évidemment. Quand même. Mais ma grande chance, c'est parce qu'il fallait la parité, parce qu'il fallait les quotas. Et donc, je suis arrivée effectivement au très bon moment. D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez des quotas ? Est-ce que Alors, bien sûr que ça m'énerve de dire il faut des quotas. Mais n'empêche que si on n'avait pas eu cette loi sur les quotas, les femmes ne seraient pas arrivées dans les grandes entreprises. C'est aussi évident que ça, parce que laisser la place, c'est pas toujours simple. Et moi, je dis aujourd'hui, mesdames, continuez à vous battre, parce qu'on est en haut d'une crête et il ne faudrait pas qu'on retombe du mauvais côté. D'accord. Est-ce que vous aurez des conseils, maintenant plus général, pour un étudiant qui sort du bac, qui a 18 ans, qui va en école, qui veut se lancer ? Mais qu'il le fasse aussi. Moi, aujourd'hui, quand je regarde autour de moi, il y a plein de jeunes qui ont créé leur entreprise alors qu'ils sont à l'école. Bien sûr, oui. Moi, je suis admirative, totalement admirative. Et je ne peux dire, mais allez-y, quoi. C'est vrai qu'il y a des dispositifs maintenant, le PIL par exemple, pour l'entrepreneuriat étudiant lorrain, et qui permet effectivement de remplacer son stage par son projet pro, etc. Et c'est des dispositifs intéressants. Et oui, non, c'est... Non, moi je suis à fond là-dessus, je trouve que c'est juste extraordinaire, quoi. Si vous avez une idée, si vous avez une envie, mais il faut y aller, quoi. Faut même pas se poser de questions. D'accord. Pour en revenir au MEDEF, qu'est-ce que ça vous a appris, cette expérience ? Alors moi, ça a été une expérience extraordinaire. D'ailleurs, je voudrais vraiment remercier, je l'ai déjà fait à multiples reprises, André Bonal, qui avait été le président pendant 19 ans du MEDEF, qui avait fait un travail remarquable et qui a décidé qu'il allait me proposer cette mission. J'ai dit non au début. D'accord. Je dis non, c'est pas pour moi, ça, je voyais même pas ce que je pourrais y faire. Et puis, il y a une autre femme qui, pour moi, est une grande sœur dans le monde de l'entreprise, c'est Sylvie Petiot,
qui a été la première femme présidente de la Fédération du bâtiment territorial, ensuite régionale, qui a été première adjointe à la mairie de Nancy, une femme, une grande dame. Et je discutais avec elle, elle dit mais bien sûr que tu vas dire oui. C'est juste une évidence, quoi. C'est pour toi le MEDEF. Donc j'ai regardé ça différemment, j'ai regardé ça par rapport à mon agenda, par rapport à ce que moi je faisais dans mon entreprise, est-ce que j'aurais le temps, est-ce que j'aurais envie, est-ce que ça allait me plaire. Puis bon, après j'ai pu réfléchir et j'ai accepté cette mission. J'ai été extrêmement bien élue, ce qui n'a pas du tout plu à mon concurrent qui pensait que c'était dans les doigts dans le nez. Il avait déjà réservé les petits fours, manque de bol, il a perdu. C'était 20 voix sur 23, donc il en a eu 3, j'en ai 20. Ah oui, en plus. Oui, oui, non, j'ai été très, très bien élue. J'en étais d'ailleurs très, très fière, mais j'ai fait une vraie campagne électorale. Attention, j'ai pas attendu que les gens mettent leurs petits documents dans l'urne. Je suis vraiment allée parler de mon programme et j'avais un coéquipier, parce que c'est vraiment un coéquipier, qui s'appelle Philippe Touran, qui a été le patron d'Institut Pasteur, enfin du groupe Pasteur, les cliniques, qui est un homme extraordinaire. Et donc on était 2 à se battre contre un 3e. Moi j'étais allée voir pour dire écoutez, on n'a qu'à faire un triumvirat. Et puis moi, comme je suis la plus jeune de vous 3, moi je veux bien passer en dernier, ça me pose pas de problème. Mais le monsieur en question a dit, alors Philippe Touran a dit oui, l'autre a dit ah non, moi je suis le patron ou je ne suis rien. Bon, il a été rien, sur le coup, voilà. Et à 2, on a fait une super équipe. Il y a une 3e personne qui est venue nous rejoindre, Denis Renaud. Et moi, ça m'a permis, mais j'ai appris la patience, j'ai appris la négociation, j'ai appris à respecter, parce que quand on est jeune, on peut être con. J'ai appris à respecter les syndicats de salariés avec vraiment beaucoup de respect pour le travail qui est fait, pour les négociations qui sont faites aussi au plus haut niveau. J'ai eu la chance en plus d'être repérée par Pierre Gattaz, qui a été le patron du MEDEF, et ensuite par Geoffroy Roux de Bézieux, qui m'a demandé d'intégrer le COMEX. Donc, bon, c'est une grande fierté, puisque au niveau de la Lorraine et du Grand Est, il y avait eu personne qui avait été au COMEX national. Donc, pour moi, ça a été quand même une victoire, je ne peux pas dire une victoire, mais au moins une belle reconnaissance du travail. Sure. Et après, j'ai été présidente déléguée du MEDEF Grand Est, donc j'ai vraiment beaucoup appris. Puis je me suis fait un carnet d'adresses, surtout aussi. Bien sûr, c'est aussi le but, oui. Alors, je ne vais pas dire que c'est le but. Non, pas le but. Mais c'est une résultante, oui. Si vous faites bien les choses, si vous n'y allez pas juste pour faire du business, parce que moi, j'ai jamais fait de business avec le MEDEF. C'était vraiment dans l'optique humain. Non, j'avais envie, oui, humain, puis de défendre l'entreprise. Oui. J'étais vraiment animée. Et d'ailleurs, quand vous êtes animée, j'ai eu la chance de pouvoir faire des belles choses. J'ai pu construire, parce qu'en même temps, j'ai eu des mandats. Et je trouvais qu'il était important, c'est pas le tout de mettre sur une carte de visite le nom d'un mandat, mais c'est d'utiliser le fait que vous puissiez obtenir certains mandats et que ces mandats puissent rejaillir sur le territoire. Moi, je donne un exemple, j'étais dans le logement, parce qu'il y a 2 choses qui m'intéressent, la formation, le logement, l'entreprise bien évidemment, mais par rapport aux collaborateurs. Et grâce à ces mandats, j'ai pu faire construire du logement pour les jeunes apprentis, donc à Maxéville. Et aujourd'hui, on a réussi à construire 120 logements pour que les apprentis puissent avoir un logement près de l'école sans que ça leur coûte beaucoup d'argent. D'accord. Voilà, donc c'est ça aussi qui est important, c'est laisser une trace quand même. Oui, vous pensez que c'est aussi le but d'un entrepreneur, c'est de laisser une marque? Moi, oui. Pour moi, c'est de laisser une trace comme quoi on a changé le monde. D'accord. Voilà. Parce qu'une entreprise, si c'est que pour soi, j'y vois pas l'intérêt. Mais quand vous travaillez avec vos collaborateurs, que vous êtes content et que vous avez laissé une trace humaniste, et moi, si vous avez pu regarder sur LinkedIn, moi, je suis une entrepreneuse humaniste et spirituelle. Voilà, parce que pour moi, c'est important. Spirituel, donc c'est un côté que vous avez développé plutôt, c'est-à-dire, est-ce que vous pouvez expliquer spirituel? Oui, je vous explique. Pour moi, spirituel, c'est aussi avoir cette dimension de spiritualité, l'humain, de faire attention à l'autre, de faire aussi attention à ma planète, d'avoir ce côté humain. Et je médite, moi, par exemple, je fais de la méditation, je fais attention à l'autre, je crois en Dieu, voilà, tout simplement, et je le revendique. Pour moi, c'est important. D'accord. Et c'est important pour beaucoup. Et c'est peut-être une source de motivation et de persévérance aussi.
Pour moi, oui. Des fois, d'ailleurs, quand les choses ont mal, c'est aussi un moyen peut-être parfois de se réfugier, de mieux comprendre et de surtout comprendre que voilà, c'est nous qui faisons notre avenir, personne d'autre. Bien sûr. C'est Bon, nous qui l'écrivons. c'est souvent une problématique aussi des entrepreneurs. Vous avez cumulé, comme vous l'avez dit, de multiples mandats, le MEDEF, etc. Comment on arrive à lier sa vie personnelle avec sa vie professionnelle quand elle est aussi Alors, c'est pas simple. riche? C'est Oui, pas c'est simple. ça. Je me rappelle un jour avoir demandé pardon publiquement à la télévision un jour où c'était la journée de la femme à mes filles, parce que honnêtement, moi, j'ai pas été très présente pour mes filles. Par contre, les jeunes femmes aujourd'hui, elles sont beaucoup plus intelligentes parce qu'elles arrivent. Moi, je suis admirative. Hein, je regrette de ne pas avoir été aussi intelligente que les jeunes femmes d'aujourd'hui, où elles arrivent à concilier à la fois leur vie d'entrepreneuse ou de salariée, de collaboratrice dans une entreprise et leur vie de maman. Moi, j'ai une fille qui est mariée et qui a des enfants. Pour l'instant, je n'ai que de petits-fils. Elle est extraordinaire. C'est une femme brillantissime, pas seulement parce qu'elle a fait ICN, mais elle est brillantissime dans ce qu'elle fait. Elle a un parcours professionnel où elle sait où elle veut aller, donc elle est très très ambitieuse, mais en même temps c'est une maman extraordinaire et qui arrive à concilier sa vie de famille et sa vie professionnelle. Moi je dis bravo. D'accord. Et je trouve que les jeunes femmes, elles savent faire ça aujourd'hui. Nous, on ne savait pas, parce qu'on avait toujours l'impression qu'on devait prouver quelque chose et bosser plus que les autres. Ça, c'est une idiotie. D'accord. Voilà, s'il y a un conseil que je dois donner aux jeunes femmes, ne pensez surtout pas que vous devez bosser plus que les autres. Vous devez bosser, bien évidemment, mais pas, voilà, savoir concilier sa vie famille, sa vie professionnelle, c'est l'équilibre. D'accord. Pas toujours être dans la preuve en permanence. Voilà, non mais Vu c'est ça. l'intérêt de. D'accord. Moi qui ai un papa extrêmement misogyne que j'aime du fond du cœur, des frangins qui sont extrêmement misogynes que j'aime aussi du fond du cœur, oui, j'ai imaginé qu'il fallait que je prouve plus qu'aux autres et j'ai bossé comme une malade, mais au détriment de ma vie privée. D'accord, très bien. Si je devais recommencer, ça c'est un truc que je changerais. Vous feriez ça différemment, du coup. Totalement, D'accord. totalement, oui, oui. D'accord. J'irai chercher mes filles à l'école. Est-ce que vous auriez un mot de la fin pour conclure? Déjà. Des conseils ou n'importe quoi. Alors, des conseils, vous savez, les conseils, Oui. je trouve que c'est pompeux. C'est vrai. Moi, j'ai juste envie de vous dire, il faut croire en vous. Parce que si vous ne croyez pas en vous, il n'y a personne qui croit en vous. Donc, n'ayez aucune peur, foncez, allez-y, faites-vous plaisir, quoi. Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous dire. D'accord. Ben, on va se. Puis en plus, vous êtes dans une superbe école, ICN. Voilà, j'adore, c'est une école que j'adore. C'est vrai que ICN, Mon grand regret, c'est de ne pas l'avoir fait. Mais j'étais très fainéante. Voilà. Vous avez fait quoi comme. Moi, je suis partie en Italie faire mes études parce que j'avais pas envie de bosser, donc je me suis D'accord. faufilée en Italie et je trouvais que c'était pas mal du tout, mais j'ai quand même un peu travaillé, quoi. Non, moi, j'ai fait une école de commerce bien moindre sur l'Italie et j'ai acheté mes diplômes parce que mon père, sinon, il n'aurait pas été content. Il m'aurait coupé les vivres. Donc, j'ai acheté mes diplômes en Italie parce que ça se fait bien. D'accord. C'est bien, ça va à une certaine époque, je ne sais pas si aujourd'hui ça se fait encore, mais à une certaine époque. Voilà, moi, j'étais très fainéante. D'accord. Bon, ça va flatter notre auditoire de ICN, en tout cas. Mais moi, j'aime ICN, je vous l'ai dit, je suis au conseil d'administration, c'est une école que j'aime beaucoup, où il y a eu un travail extraordinaire qui a été fait par sa directrice Florence Legros, et vous pouvez être fier d'être à ICN, votre diplôme, il a une très grande valeur. Le diplôme de demain aura une très grande valeur. Il l'a déjà aujourd'hui pour ceux qui l'ont, mais ça sera encore mieux demain. Bon, c'est très bien. Merci pour vos réponses. On gardera comme leitmotiv de se lancer, de bosser pour arriver à nos objectifs. Et voilà. Je vous remercie pour votre temps et vos réponses. Merci.